à tous. Donc, quel système je le mettrai au pluriel, moi, pour une rénovation performante, plutôt qu'au singulier, parce que la question des systèmes, on va le voir, me paraît un peu compliquée. J'espère que je ne serai pas trop long et que je ne serai pas trop incompréhensible. Donc, je me présente, Francis Lacour, je suis habitant de Clerlieu, qui est un quartier de la banlieue ouest de Nancy. Je suis membre fondateur du projet de Clerlieu et de l'association Clerlieu Éco-Défi, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Je suis également formateur de cet organisme de formation qui est Clerlieu Éco-Défi, qui a créé aussi une société coopérative d'intérêt collectif pour rénover le quartier de Clerlieu, et j'en suis directeur général bénévole. Je suis membre fondateur d'une communauté d'énergie renouvelable qu'on vient de créer avec les collectivités territoriales, métropole et ville de Villers et Nancy, qui s'appelle Clairvolt. Je suis membre de l'association Technosolar, qui est l'association historique des installateurs solaires, parce que j'ai aussi une petite entreprise qui fait du solaire. Et je suis également professeur d'un lycée professionnel en génie énergétique au lycée du bâtiment et de l'énergie à Laxou, en Meurthe-et-Moselle. Voilà. Pour ce qui est des informations concernant Clerlieu, voici quelques liens que vous retrouverez, qui sont ceux de l'association, de la coopérative, de l'organisme de formation et de Technosolar. Et puis pour la communauté d'énergie renouvelable, ça ne va pas tarder, on n'est pas encore tout à fait prêt, mais on aura aussi des éléments d'information et peut-être des éléments de ressources pour ce site-là, l'autoconsommation. Alors, quel système pour une rénovation performante? L'objectif, il est évidemment, il va être restreint, il est d'essayer de vous faire adopter ou de vous montrer qu'on peut changer de posture vis-à-vis des systèmes et que ce changement de posture peut donner des clés pour aider à choisir une solution énergétique performante et acceptée par tout le monde. Voilà, j'irai pas plus loin. Si je réussis à vous faire changer un peu de posture par rapport à une posture habituelle, je pense que je serai content. Alors, qu'est-ce qu'un système énergétique? Un système énergétique, c'est pas seulement un ensemble d'appareils, c'est aussi tous les liens qu'il y a entre ces appareils, tous les liens de fonctionnement. Et puis, c'est aussi un système qui est inscrit dans un bâti avec des gens qui l'occupent, avec des acteurs et avec, je dirais, un état de la technologie à un moment donné, un état des connaissances énergétiques à ce même moment. Donc, c'est quelque chose qui est mouvant et ce n'est pas quelque chose qui est figé et statique. Alors, de ce point de vue-là, on a affaire aux acteurs de ce système énergétique et aux usagers. Et de la même façon qu'on n'envisagerait pas de rénover un bâti sans demander l'avis aux gens, on ne va pas rénover un système énergétique sans demander l'avis aux gens. Et donc, c'est une phase d'une rénovation énergétique, au même titre que la phase du bâti. Elle se conçoit en même temps que les autres phases de la rénovation. On verra après si c'est plus facile de déjà rénover les systèmes ou déjà rénover le bâti, mais en tout cas, il faut bien concevoir les deux. Alors, ce que je propose, c'est d'avoir une approche pragmatique plutôt qu'une approche technique. Qu'est-ce que c'est que l'approche technique? C'est l'approche, je dirais, classique où on fait un état des lieux technique, on va faire un dimensionnement par un calcul théorique avec des préconisations d'après le calcul. C'est-à-dire que souvent, pour aborder la question des systèmes, on ne sait pas faire grand-chose d'autre que se dire donnez-moi un calcul qui va me rassurer. Quelle est la puissance du radiateur qu'il faut que j'installe dans cette pièce ou quelle est la puissance de la chaudière qu'il faut que je mette ici. Et on s'arrête là, on a des préconisations et donc du coup on a une approche statique et instantanée qui va nous donner des solutions en termes d'appareils. À l'inverse, une approche pragmatique, c'est une approche qui va se centrer sur un état des lieux général, énergétique, et qui va surtout travailler sur les problématiques qui sont relevées par les professionnels qui interviennent, mais aussi surtout par les usagers, et qui va prendre en compte les souhaits des usagers et les évolutions possibles de ces systèmes pour que l'approche soit évolutive et dynamique. Et du coup, les propositions qui vont découler de cette approche-là, ce seront des propositions de solutions énergétiques. Voilà, alors pour ça, c'est une démarche relativement simple. Il faut partir de l'existant et relever l'existant de ce qui existe. Alors, quand on dit système,
On pense souvent au chauffage et eau chaude, mais c'est aussi la ventilation, c'est aussi le rafraîchissement, c'est aussi la régulation pour gérer tout ça. Comment on gère tout ça? Et c'est pas des gestions indépendantes, d'appareils indépendants, de la même façon que on va pas traiter un lot fenêtre en même temps qu'un lot euh, à part d'un lot isolation thermique par l'extérieur, on va bien penser une interface entre les deux. Eh bien là, la régulation, elle sert d'interface dans tous les appareils des systèmes et dans tous les modes de fonctionnement des systèmes. Alors, pour le chauffage, relever l'existence et quelle énergie? Est-ce qu'on est sur un conduit de fumée avec une chaudière atmosphérique ou est-ce qu'on est sur une ventouse? Quel est l'âge de la chaudière éventuelle, éventuellement sa puissance? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'elle tombe en panne? Quels sont les réglages actuels? Est-ce qu'il y a différentes zones? Est-ce qu'il y a différentes plages de température, plages de horaires? Est-ce qu'il y a différentes températures? Voilà, pour l'eau chaude électrique, est-ce que c'est un ballon électrique standard? Est-ce que c'est un ballon thermodynamique, c'est-à-dire une petite pompe à chaleur qui fait l'eau chaude? Est-ce que c'est un ballon solaire? Est-ce que c'est un ballon qui est associé à la chaudière et dans la chaudière fait le complément du chauffage? Est-ce que son volume est suffisant? Est-ce qu'il faut revoir quelque chose? Voilà, ça c'est pour l'eau chaude. Ensuite, pour la ventilation, est-ce qu'il y en a une déjà, hein, ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que c'est une ventilation naturelle avec des entrées d'air dans la façade, des trous dans la façade et puis des conduits de- je dirais, qui évacuent l'air chaud et humide? Est-ce qu'il y a un extracteur? Est-ce qu'il y a une VMC? Est-ce qu'elle est simple flux, double flux? Est-ce qu'il y a autre chose? Une ventilation mécanique par insufflation, ventilation mécanique répartie? Voilà, on fait le point de l'existant. Et pour le rafraîchissement, là, ça va être surtout, parce qu'on en trouve peu à part des clims, mais il va surtout falloir discuter avec les gens pour voir comment ils font en cas de canicule, comment sont les locaux, comment ils gèrent ces locaux-là et les apports notamment par les ouvrants et la gestion des ouvrants. Est-ce que, comme certains, ils vont au fond du jardin sous le noyer parce qu'il fait frais à 15 heures, beaucoup plus frais qu'ailleurs? Ou est-ce qu'ils vont se réfugier dans un supermarché? Comment ils gèrent ça? Et comment est-ce qu'on peut penser qu'il faudra faire pour gérer ça une fois qu'on aura rénové? Alors, pour la régulation, c'est pareil, dans l'état des lieux, c'est est-ce qu'on a un aquasta sur la chaudière, c'est-à-dire c'est ce petit bouton qui permet de régler la température. Ben, il fait froid, je vais augmenter la température de la chaudière, ou il fait chaud, je vais la baisser, il fait moins froid, je vais la baisser. Le degré zéro étant la régulation à la fenêtre, c'est-à-dire quand j'ai trop chaud, j'ouvre la fenêtre, quand j'ai trop froid, je ferme la fenêtre. Ensuite, c'est l'aquasta de la chaudière, où on va descendre à la cave pour régler la température de la chaudière, pour savoir qu'est-ce qui circule dans les radiateurs ou le plancher chauffant. Ensuite, est-ce qu'on a un thermostat qui est un interrupteur simple? Est-ce qu'on a des sondes d'ambiance extérieures? Est-ce qu'on a une régulation qui travaille sur une loi d'eau chronoproportionnelle, c'est-à-dire qui va prendre en compte la température extérieure et la température intérieure pour calculer à quelle température doit partir la température de chauffage? Une régulation PID, c'est la même chose, mais un peu plus sophistiquée, un peu plus confortable. Et est-ce qu'on a enfin une gestion un peu plus technique, sanitaire et thermique, avec une gestion de l'inertie du bâtiment? Voilà un petit peu tous les degrés de la régulation qui peuvent exister. Il faudra arriver à choisir avec les gens en fonction des contraintes qu'on aura données. Une fois qu'on a fait le point de l'existant, ou en même temps, on relève les problématiques qui sont soulevées. Or, les problématiques, on les voit, c'est le crépi qui se décolle derrière le mur de la salle de bain, c'est l'ambiance humide quand on rentre, l'odeur de moisissure, c'est les traces noires au plafond, c'est les moisissures directement, c'est quand on va discuter avec les gens, la sensation de froid qu'ils ont et de courant d'air, donc on saura qu'il faut travailler sur l'étanchéité à l'air, ou c'est la mauvaise répartition de la chaleur parce que là, de ce côté-là de la maison, ça ne chauffe pas bien, ou ça chauffe pas du tout. Est-ce que comment ils font, comment ils gèrent les consommations et qu'est-ce qu'ils disent de tout ça? C'est important d'avoir leurs sentiments et de savoir comment ils vivent dans cette maison parce que tout le monde ne vit pas pareil dans la même maison. Ensuite, il faut, je dirais, une fois qu'on a fait relever les problématiques et de la discussion avec les gens sur la question du chauffage, de l'eau chaude, du rafraîchissement et je dirais de, de la ventilation, eh ben, il faut intégrer les souhaits des habitants. Pour ça, il faut causer avec eux, mais je pense que c'est quelque chose auquel vous êtes habitués.
Et donc, pour intégrer les souhaits des habitants, il faut vous imaginer dans un concert où vous êtes l'ingénieur du son et vous avez les boutons avec les fréquences et c'est vous qui allez régler les fréquences du son qui sort pour que les gens dans la salle soient contents de leur concert et puissent revenir. Alors, vous avez ces différentes fréquences, sauf que ce ne sont pas des fréquences, mais ça va être des curseurs que vous allez activer plus ou moins en fonction de ce que vont vous dire les gens et de ce que vous pensez. Le premier des curseurs, c'est le choix des énergies. Est-ce qu'ils veulent une seule énergie, plusieurs? Est-ce qu'ils ont des idées? Un deuxième curseur, ça va être le coût de fonctionnement. Je ne veux pas que ça me coûte cher quand ça sera fini. Je veux bien payer à l'investissement, mais pas après. Ça va être l'empreinte carbone. Ça va être aussi le degré d'automatisation du système. Moi, je ne veux pas que ce soit piloté automatiquement, je veux que ce soit manuel, je veux pouvoir intervenir directement, ou à l'inverse, je veux m'occuper de rien du tout. Je veux que ce soit durable et quel est le recul sur ce que vous allez me proposer. Je veux garder l'existant parce que j'ai changé mon système il y a 1 an et demi, ça m'a coûté cher et je ne veux pas le jeter. Je veux qu'il soit évolutif parce que si demain on passe à l'hydrogène, je ne veux pas tout jeter et puis repasser à l'hydrogène et tout changer. Je veux produire ma propre énergie et ma propre chaleur, je veux produire ma propre électricité et puis surtout, je veux du confort. Et là, le degré de confort, il va être complètement différent en fonction des gens qu'on a en face de nous. Parce que le consommateur d'énergie unique, rationnel et cohérent n'existe pas, évidemment, et parce que notre demande vis-à-vis de l'énergie ou vis-à-vis de l'usage de l'habitation, il va varier au cours du temps. Quand on est jeune, on a un certain type de demande. Quand on a des enfants en bas âge, alors là, on ne supporte plus qu'il fasse froid parce que le pauvre petit il va pas survivre. Quand on est plus âgé, on a aussi des demandes par rapport à la chaleur. Et dans tous les cas, on évolue dans nos demandes, même si on est marqué, apparemment, c'est ce que dit Gaëtan Brice-Pierre dans un rapport de l'ADEME sur ce sujet-là en décembre 2013, que je vous invite à lire, qui est très intéressant, ça se lit bien. On est très influencé par le contexte historique dans lequel on est né et dans le rapport à l'énergie de la société dans laquelle on est né. C'est-à-dire que des gens qui ont maintenant bientôt 80 ans et qui sont nés pendant la guerre, pour eux, le confort, c'est une pièce chaude. Mais ils vont dormir la nuit, la fenêtre ouverte, même s'il fait -10, parce qu'ils vont vous expliquer qu'ils attraperont la crève s'ils dorment avec 17 ou 18 degrés dans la chambre. Donc il faut bien traiter ça différemment des petits jeunes qui ont toujours été chauffés à 21 degrés partout et qui vont vous demander d'avoir 21 degrés dans toute la maison. Bon, ça signifie quoi? Ça signifie que la demande des usagers, elle va évoluer, et ça signifie que l'outil de gestion, c'est-à-dire la régulation qu'on va utiliser dans les systèmes, elle doit s'adapter aux différents usages, elle doit être prête à s'adapter aux différents usages. Si la maison est revendue, on ne va pas tout changer parce que la maison est revendue. Et ce n'est pas un outil à usage unique. Voilà, donc utiliser une démarche pragmatique, c'est, rappel, partir de l'existant, relever les problématiques, intégrer les souhaits des usagers, et puis appréhender leur rapport à l'énergie et voir comment on peut évoluer. Et après, on va déterminer une ou des solutions et on va faire les propositions correspondantes. Alors, la synthèse, faire des propositions, c'est gentil, mais comment on fait, comment on détermine des solutions? Facile à dire, un peu moins facile à faire. Alors, pour faire ces préconisations et pour imaginer des solutions, moi, j'ai besoin de savoir ce qui est disponible, ce que je vais garder, ce que je veux à terme et ce que je change ou pas pour que ça marche et comment je peux décider sans faire d'erreur. Voilà. Pour préconiser, pour déterminer une solution, je veux savoir qu'est-ce qui est disponible. Alors, qu'est-ce qui est disponible pour le chauffage, pour l'eau chaude, pour la ventilation, pour le rafraîchissement, pour la régulation? C'est juste de la culture professionnelle. Qu'est-ce qu'il existe? Si vous n'avez pas ce minimum de culture, vous allez rester scotché à la page du catalogue que va vous amener le commercial de l'industriel ou à cette même page du catalogue que va vous montrer le chauffagiste en disant c'est ça qui est le mieux. Ok, c'est bien, j'espère qu'ils ont raison. Je ne sais pas si ça a un vrai sens en termes de rénovation globale et performante. Par contre, en sens commercial, c'en a un. Donc, qu'est-ce qui est disponible? Il faut que vous ayez un minimum de culture sur ces questions-là. Qu'est-ce que je garde? Ça, les gens, ils vont vous le dire. Ils ne veulent pas acheter la chaudière à fioul à condensation qu'ils ont achetée il y a 1 an et demi. Et donc, est-ce que vous la gardez ou pas? Comment vous allez faire? Le chauffagiste, il dit non, mais les gens, ils disent oui.
Qu'est-ce que je veux à terme? Autrement dit, c'est quoi ma cible finale? Et là, je suis toujours très étonné euh, dans cette cible finale, dans la différence de raisonnement avec l'enveloppe. Quand on travaille sur l'enveloppe, la cible finale, ben, on part des souhaits des habitants, on regarde le budget, on fait des choix, et après, on va déterminer des lots éventuellement, mais on va faire en sorte que les lots, même s'ils sont posés par étapes successives, ne compromettent pas une rénovation globale et performante. Par contre, pour les systèmes, on raisonne rarement en termes de souhaits, de budget, de choix, éventuellement d'étapes, et on ne s'inquiète pas du fait que les choix qui sont faits puissent compromettre une rénovation efficace et 100% ENR, puisque je vous le rappelle, autant pour l'enveloppe, l'idée c'est d'arriver à minima à du BBC, vraiment à minima, autant pour les systèmes, c'est à minima 100% énergie renouvelable. Voilà, par étape ou pas, on verra. Donc, la cible finale, il faut que je l'ai en tête. Donc, je veux arriver à du 100% énergie renouvelable. Et qu'est-ce que je change ou que j'ajoute pour que ça marche avec ce que j'ai déjà et ce que je veux? Eh bien, ça, c'est un peu plus compliqué, un peu plus technique. Alors, on a créé avec un groupe de travail et avec Octave, sous l'égide de la région, avec Technosolar aussi, un groupe de travail qui a bossé un peu sur l'état actuel et qui a fait des arbres de décision à partir de l'état actuel des différents systèmes existants. Donc, par exemple, pour ici, pour le chauffage, est-ce qu'on a un circuit hydraulique à l'entrée en haut à gauche ou à droite sans circuit hydraulique? Est-ce qu'on garde la production actuelle? Est-ce qu'on ne la garde pas? Est-ce qu'on est sur une énergie unique ou est-ce qu'on est sur plusieurs énergies? Et donc avec ça, en suivant l'arbre de décision, on va trouver des solutions et des systèmes pour le chauffage et l'eau chaude. Pour la ventilation, c'est pareil. Quels sont les besoins en chauffage, en besoins sanitaires et de qualité de l'air intérieur, et les besoins acoustiques? Et avec ça, eh ben, on a des arbres de décision qui vont nous aider à choisir avec différentes ventilations, sachant que on a eu quelques surprises dans les mesures sur les besoins en chauffage, où la ventilation double flux n'est pas toujours la plus intéressante. Sur le rafraîchissement, c'est pareil, on a un certain nombre de questions qu'on pose et on va voir comment, au fur et à mesure, on va pouvoir gérer ça et si on a réellement besoin d'un système actif ou si un système doux peut suffire et sinon, comment on peut gérer avec un système actif. Et dernier point, la régulation. On va choisir le niveau je dirais, d'automatisation et de performance du système avec cette régulation qui va venir coiffer et chapeauter l'ensemble des éléments. Voilà. Donc ça, avec ça, on peut proposer des solutions. Et dans le groupe de travail dont je vous ai parlé avec Octave et avec Technosolar et le bureau d'études Cogenest en Alsace, Nicolas Bonnel, on a déterminé un certain nombre de règles pour que ça puisse fonctionner. Et les règles, c'était qu'il fallait absolument prévoir une évolutivité dans les solutions qu'on apporte, une évolutivité des besoins, parce que les besoins évoluent, des usages, parce qu'on ne refait pas un système pour un usage, mais on refait un système pour un bâti. Et on avait besoin d'une évolutivité dans les énergies. Je parlais tout à l'heure de l'hydrogène, mais ça peut aussi être d'autres choses. Deuxième point qui a déterminé le groupe de travail, il fallait absolument conserver ce qui pouvait l'être et l'intégrer dans une démarche évolutive parce que jeter les choses d'un point de vue environnemental et d'un point de vue énergétique et d'énergie grise, c'est un non-sens. La prime qui consiste à dire si vous voulez changer, mettre une pompe à chaleur, il faut jeter votre chaudière fuel même si elle a 1 an, est un vrai non-sens. Il faudra qu'un jour nos élites comprennent ça. Et ensuite, il faut absolument lister des solutions très pratico-pratiques pour que les gens puissent les adopter comme ça. Donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, en maison individuelle, d'un point de vue fonctionnel, c'est un petit peu compliqué. C'est juste, on voit, je dirais, la partie qui est encadrée concerne la zone habitation avec une interface avec les usagers. On n'oublie pas que c'est les usagers qui vont déterminer les consignes ou les scénarios qui vont servir à l'ensemble des éléments. Il y en a beaucoup dans un système, on les oublie souvent, les sondes, les commandes, les actionnaires, les matériels de production, de diffusion. On a beaucoup de choix et on peut réfléchir globalement là-dessus. Simplement, ça c'est pour le spécialiste. Il peut agir sur tous ces éléments-là et il a donc des solutions potentielles en réserve, beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de présenter. Et d'un point de vue pratique, ça donne quoi? Ça donne les SEMPER, qui sont solutions énergétiques mixtes, l'acronyme de solutions énergétiques mixtes pour énergie renouvelable, qui sont en fait
des solutions qu'on a déterminées par une entrée en haut avec les types d'énergie et latéralement, est-ce qu'on garde ou non la production actuelle, comment on gère la ventilation et le rafraîchissement, et à la fin, vous avez des solutions toutes faites. Enfin, toutes faites, possibles, toutes faites. Voilà, semper, du mot latin qui veut dire toujours, parce qu'on a toujours une solution. Donc, on en a listé 17 dans les 4 figures qu'on a rencontrées. Et on s'est appuyé sur des expérimentations qu'on avait déjà fait au sein du réseau Technosolar. Et donc, c'est des solutions qui sont testées et validées. Ce n'est pas des solutions théoriques, c'est des solutions qui marchent, qu'on peut aller visiter, qui sont appareillées avec des matériels qui sont définis, des schémas hydrauliques et des réglages qu'on peut faire sur des régulations. Quelle que soit l'énergie de départ et avec les évolutions possibles, on a une possibilité d'aller vers le 100% énergie renouvelable sans toucher et par étapes. Et donc, ce qui s'est imposé au groupe, c'est que pour arriver à ça, il fallait absolument qu'on ait du solaire thermique, et ça s'imposait assez naturellement. Alors, un des invariants de ce groupe de travail dans les solutions, ça a été un ballon multi-énergie. Alors, l'exemple du ballon multi-énergie, ici un ballon Charot, avec lequel, enfin, qui est un fabricant de ballons français à Sens, avec qui on a travaillé sur le développement de ce ballon-là. C'est un ballon qui est en gros, c'est un bain-marie dans lequel vous allez amener toute la chaleur nécessaire par différentes sources d'énergie au moment où elles peuvent être produites, et le bain-marie duquel vous allez extraire les calories pour faire le chauffage et l'eau chaude notamment. Alors techniquement, c'est un ballon qui a 3 zones et qui comprend un serpentin sanitaire, c'est-à-dire un tuyau d'eau chaude qui traverse le ballon et qui va, en orange sur le troisième schéma, et qui va permettre de chauffer l'eau au fur et à mesure qu'elle est produite et qu'elle est tirée, qui va la produire en semi-instantané. Alors, les solutions, elles ressemblent à quoi? Ben, vous avez un ballon multi-énergie, celui-là ou un autre, hein, on en a listé un certain nombre et on continue à les lister. Et on va se demander si on conserve l'existant. Alors, nous, on ne va pas toujours conserver l'existant. Quand on a des chaudières fuel qui ont 40 ans, on ne les garde pas, hein, c'est très clair. Par contre, on peut avoir des chaudières fuel qui sont beaucoup plus récentes. Et là, l'objet, ben, on va la relier au ballon pour qu'elle puisse chauffer le ballon. Et puis, on va relier le circuit de radiateur existant, qu'on peut, dans 95% des cas, conserver en rénovation. Ce n'est pas la peine de les changer. Ça ne sert à rien, sinon on va faire plaisir au chauffagiste ou à celui qui a fait le calcul. Mais ce n'est pas la peine, ça marche très bien, on en a les retours d'expérience. Et vous allez brancher le circuit de chauffage dessus. Vous allez brancher votre eau chaude, bien sûr, donc l'eau froide qui rentre en bas du ballon pour refroidir le bas, et puis l'eau chaude qui sort en haut. Voilà, vous n'avez rien changé, sinon vous avez mis un ballon. Et après, ben, vous pouvez rajouter du solaire qui va chauffer. Et puis, au fur et à mesure que ça chauffe, ben, quand vous aurez assez, vous pourrez faire le chauffage. Et puis, si vous avez assez pour faire le chauffage, après, vous aurez assez pour faire l'eau chaude, parce qu'on ne part pas au-delà de 40 degrés en chauffage quand on a rénové. Donc, ça marche très bien. Et si vous n'avez pas assez, ben, la chaudière fera le complément. Ce n'est pas un problème. Elle fera le complément d'eau chaude aussi. Et puis, bah, vous pouvez aussi connecter un petit poêle hydro. Ici, un poêle à granulés hydro, ça peut être un petit poêle à bois hydro. Et puis, l'idée, c'est que quand bah, votre maison sera complètement rénovée, vous n'aurez plus besoin du fioul et que vous serez passé à un système 100% énergie renouvelable, sans douleur, sans tout changer 15 fois. Et ça marche très bien. Vous pouvez mettre une petite pompe à chaleur à la place du poêle, ça marche aussi. Simplement, ces solutions, on les a codifiées dans un langage de chauffagiste avec des schémas qui sont répertoriés avec, encore une fois, les matériels et le type de réglage qu'il faut mettre dessus. Voilà, donc l'approche par le système, c'est vraiment dans une stratégie évolutive avec la prévision du solaire au service de la rénovation. Alors, quelques exemples avec du solaire qui ont été mesurés dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle Solcombi 2, avec des maisons standards il y a une dizaine d'années. J'ai participé à ces mesures-là, moi, pour un certain nombre de bâtiments. Donc, vous voyez ici un ballon de 500 litres, 3 capteurs solaires pour 7 mètres carrés dans la banlieue de Nancy, et l'économie, elle est supérieure à 40% avec ce ballon-là, sans avoir travaillé sur le bâti, ce qui n'est pas bien, mais ce qui se faisait. Dans une autre maison, une maison de la fin des années 90, chaudière gaz à condensation externe, banlieue de Nancy, 7 mètres carrés, de la même façon, économie supérieure à 35%.
Et on nous dit la fraction solarisable des consommations dans Solcombi 2, on est sur une plage où on peut aller de 35 à 45% en gros, avec quelques exceptions. Voilà, maintenant dans une maison rénovée, j'ai pris un exemple ici, c'est assez simple, c'est la maison de ma fille, elle a fait une rénovation par l'extérieur, une ITE par l'extérieur, elle a travaillé sur l'étanchéité à l'air et sur les ouvrants, un petit système solaire combiné, 3 capteurs, un ballon de 500 litres, un appoint gaz existant, mais un ajout de poêle à granulés hydro, parce que quand ils partent 15 jours, eh ben, ils font tourner le gaz au minima, sinon c'est le poêle à granulés hydro qui chauffe, avec 2 tuyaux, derrière le pan coupé, ici. Et qu'est-ce que ça donne? Elle habite Toulouse. Eh bien, ça donne 39% de l'énergie produite dans cette maison rénovée est faite par le solaire thermique. Et ça représente 4333 kWh à l'année avec une autonomie de 7 mois. Voilà. Complète. Elle n'a rallumé d'ailleurs, parce que c'est assez exceptionnel, le granulé, que mi-novembre là, mais c'est exceptionnel. Et qu'est-ce que ça donne la même installation à Nancy dans une maison avec une rénovation standard, donc pas comme on fait à Clairlieu, mais une rénovation avec une isolation extérieure classique et les fenêtres et une VMC? Eh bien, ça donne 25% de la production de chaleur, une autonomie de 5 mois minimum. Et par contre, on va produire 4346 kWh, donc on va produire plus qu'à Toulouse, parce qu'évidemment, la plage est plus longue et on a plus de besoins. Donc, est-ce que c'est plus rentable à Toulouse ou à Nancy? C'est plus rentable à Nancy qu'à Toulouse, voilà, même si ça produit un peu moins. En tout cas, un quart minimum, et on verra qu'à Clairlieu, on peut aller jusqu'à la moitié de la production de chaleur, peut être faite par 3 panneaux solaires thermiques et un ballon de 500 litres. Alors, la conclusion, c'est que 100% ANR, c'est possible en rénovation avec du solaire qui peut dépasser 50%, on va le voir, et du granulé de bois. Alors, trois exemples avec Clairlieu. Rapidement, Clairlieu, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un projet d'habitants. On a créé une association, UNSI, qui est maintenant une communauté d'énergie renouvelable. On a fait un travail collectif avec une définition de la cible par les habitants, une mission d'études pour un bureau d'études thermiques et un architecte, une formation des habitants. Et on a créé notre propre coopérative pour mettre en œuvre ces éléments. Alors, Clairlieu, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai oublié, j'aurais dû commencer par ça peut-être, c'est un quartier de Nancy, la plus grosse ZAC d'habitat social coopératif, avec 1328 pavillons qui sont identiques, qui étaient à plus de 50 000 kWh en 72 et 74, et qui demain vont descendre drastiquement. C'est un ensemble pavillonnaire de maisons tout béton, sans isolation, qui ont 50 ans et qu'on a décidé de rénover. Alors, on a décidé de le faire correctement et du coup, on a fait des rénovations globales et performantes à facteur 10. Pour l'exemple de cette maison, avant rénovation, quand on l'a prise, donc à l'origine, elle était à 50 000 kWh, elle était à 280 kWh en énergie primaire par mètre carré et par an. Et dans les mesures qu'on a faites depuis, on est à moins de 30 kWh réels pour l'eau chaude et le chauffage, pour l'ECS oui, pour l'eau chaude et le chauffage, et ce qui fait qu'on est à moins de 50 kWh par mètre carré avec l'éclairage et l'électricité spécifique. Donc, on a divisé de 50 000 à 5 000. On est largement en dessous. Et on est en étiquette A. Bon, comment on a fait ça? On a fait un travail conséquent sur le bâti et sur l'enveloppe avec une étanchéité à l'air conséquente, puisque sous 50 pascal, les dernières mesures qu'on a faites sur les dernières maisons, on est à 0,2 volumeur. Une énergie grise minimale, donc on a choisi du biosourcé, et une production 100% énergie renouvelable, qu'on a choisi évidemment avec du solaire thermique. Alors le solaire, il est conçu dans un système énergétique qui peut aussi chauffer dans certaines maisons ou refroidir l'air. On est en train de faire des essais sur des systèmes actifs de rafraîchissement, et c'est l'énergie principale pour l'eau chaude et le chauffage. Voilà, quand c'est pensé dès la conception, on peut imaginer une intégration architecturale et paysagère qui simplifie les choses, et on peut imaginer un fonctionnement au sein des systèmes qui l'optimise complètement. Quelques résultats pour ces maisons qu'on a rénovées: moins d'1 tonne d'appoint de granulés à l'année, donc moins de 5000 kWh pour plus de 130 m² habitables, un bilan thermique à moins de 50 kWh, un confort optimum.
Une qualité d'air irréprochable conforme à celle des ERP, on verra si on est toujours bon avec ce qui va sortir là, et une connaissance de la consommation en temps réel. Donc en conclusion, juste un petit mot si j'ai encore le temps. Est-ce que j'ai encore 1 minute? Oui, bien sûr. Oui, juste un petit mot sur l'énergie. Rappelez que l'énergie fossile, dans l'histoire de l'humanité, ça a été et ça sera juste un petit épisode, mais qu'on était déjà à l'époque solaire et que je pense qu'on va retourner à l'époque solaire après. Pourquoi le solaire? Parce qu'on a une capacité énergétique qui arrive sur Terre qui, comparé au petit rectangle que vous avez en bas à droite de l'image et au gros cube, Rubik's cube que vous avez à gauche, est largement suffisante pour couvrir tous les besoins qu'on a, notamment en termes de chaleur, voire d'électricité. Voilà, donc l'uranium, le gaz, le pétrole et le charbon, les énergies fossiles et fissiles, ça va être sur un temps, peut-être encore de quelques décennies, mais en tout cas pas sur un temps à l'échelle de l'humanité. Et puis quelques éléments sur l'électricité quand même, parce on nous présente souvent la fée électricité comme quelque chose de magique. Alors en France, je vais prendre 2019, parce que 2020 avec le Covid, 2021 aussi, puis 2022 avec les réacteurs en panne, c'est pas représentatif. 2019, c'est 473 milliards de kilowattheures, c'est ça les térawattheures, milliards de kilowattheures en 2019, dont 148 pour le résidentiel et 60 milliards de térawattheures pour le chauffage et l'eau chaude électrique en France. Alors, 60 milliards, on est aujourd'hui, enfin hier, on a importé 15% de notre électricité, 60 milliards de kilowattheures, on sait qu'on n'arrivera pas à le faire cette année, d'où tous ces messages d'éco-watts et faire attention à votre chauffage. Quelques chiffres supplémentaires quand même, on a aussi 3,2 millions de chaudières fuel qui consomment en moyenne 2000 litres par an, ce qui fait 60 térawattheures, 60 milliards de kilowattheures de chaleur actuellement utilisés par le fioul. Alors, si on veut, vous imaginez que si on veut changer ça par des pompes à chaleur, c'est bien à l'échelle individuelle, et encore, je ne sais pas si c'est bien, il faudra voir avec le prix de l'électricité, mais vous voyez bien qu'à l'échelle du territoire, ça ne fonctionne pas. Alors, si en plus vous voulez arrêter le gaz, les 11 millions de chaudières gaz qui consomment en moyenne 16 500 kWh, vous êtes à 170 TWh de chaleur. Vous imaginez ce que ça peut produire par rapport à notre parc nucléaire et combien il faudrait, même en rénovant ces maisons au facteur 4, combien il faudrait de réacteurs nucléaires supplémentaires qu'on n'aura de toute façon pas avant 15 ans. Donc l'électricité aujourd'hui, ce n'est pas une source d'avenir pour le chauffage. Donc s'il vous plaît, arrêtez le chauffage électrique. Et en revanche, le solaire renouvelable, on a uniquement 1,6% de la consommation finale et on n'a quasiment rien en solaire thermique alors qu'on a un potentiel phénoménal. Donc ça, c'est de la prescription et c'est sur la prescription qu'il faut travailler si on veut changer quelque chose. Alors du coup, pourquoi pas une PAC avec du photovoltaïque, puisque ça réglerait le problème. Le photovoltaïque, c'est solaire, et la PAC, c'est électrique, on n'aurait donc pas de problème. Mais pourquoi? Voilà l'exemple d'un kilowatt crête installé à Nancy, qui représente à peu près 5 mètres carrés, et si vous multipliez ça par 6, vous allez avoir le maximum autorisé en monophasé, donc 30 mètres carrés en monophasé, après il faut du triphasé. Ben, regardez ce que vous allez produire en kilowattheure pour 1 kilowatt crête installé à Nancy au mois de novembre, sur tout le mois de novembre, 21 kilowattheures, donc 130 kilowattheures pour 6 kilowatts crête, et 90 au mois de décembre. Pour faire tourner votre pompe à chaleur, elle ne tournera pas avec le photovoltaïque. En janvier, c'est pareil, vous êtes à moins de 120 avec 6 kilowatts crête. Je vous rappelle, 30 mètres carrés. Hein, donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Votre photovoltaïque ne produira pas de chaleur en hiver. Les 4 mois d'hiver ou 5 mois d'hiver où vous aurez besoin, il ne produira pas assez de chaleur pour faire tourner votre pompe à chaleur. Donc, vous allez faire de l'électricité, soit nucléaire, soit vous rallumerez les centrales gaz ou les centrales au fioul lourd. Voilà. Résumé, quel système pour une rénovation performante? Déjà, pensez la rénovation bâtie à la cible BBC à minima, ça je pense que c'est une certitude pour tout le monde. Pensez les systèmes parallèlement ou en même temps à la cible 100% ANR. Prévoyez du solaire thermique dimensionné à la cible finale. Ce n'est pas la peine de mettre 20 mètres carrés si à la fin vous avez besoin de 7 ou 8. Mettez 7 ou 8 et vous ferez le reste au fur et à mesure avec l'énergie résiduelle jusqu'à ce que vous ayez rénové complètement votre bâti. Et votre bâti, dans une maison rénovée au niveau entre BBC et passif, ça représente au moins 50% de la chaleur de la maison à l'année.
et pensez au ballon multi-énergie. Voilà, je vous remercie. Et je suis à votre Merci disposition. beaucoup, Francis. Ça a été extrêmement intéressant, toute la méthodologie, vraiment bien comment s'approcher. Génial. J'ai 2 questions avant que je commence avec les questions qui sont déjà dans le chat. Il y a je me pose la question dans le ballon multi-énergie, comment est le réglage des entrées? Alors, c'est juste, les ballons sont des ballons à stratification, donc on met l'entrée la plus froide en bas et l'entrée la plus chaude en haut, et on va croiser les entrées. Si je reprends, je ne sais pas si je peux avoir la main, je ne suis pas sûr, mais si vous voulez, il y a 3 zones. Il y a une zone basse où vous avez l'entrée d'eau froide, qui va être entre 5 et 10 degrés en hiver, et qui va refroidir le bas du ballon, qui va permettre à votre solaire, dès qu'il va être plus chaud que cette zone-là, de donner des calories et de préchauffer votre eau, et de préchauffer votre ballon. Et donc, ensuite, vous avez une zone de chauffage, qui est une zone intermédiaire, qu'on va utiliser entre 25 et 40 degrés de température. Et ça, chauffer à 40 degrés en hiver avec du soleil, moi, je sais faire avec du solaire. Chauffer au-delà, je ne sais pas toujours faire, mais à 40 degrés, je sais faire. Et ça va partir systématiquement. La chaleur monte, elle va partir de là où il y a besoin. Et donc, si vous n'avez pas assez pour le chauffage, c'est le complément qui fera la pointe. Si vous avez assez, vous allez consommer. Si vous avez trop de soleil au mois de mars, parce que c'est une belle journée, que vous avez moins besoin de chauffage, vous allez commencer à accumuler en haut du ballon pour faire l'eau chaude, et votre chaudière fera le complément s'il y a besoin. Voilà, donc ça se fait naturellement. Les réglages se font naturellement, et vous travaillez avec les sources de chaleur les plus froides dont vous avez besoin pour optimiser le fonctionnement du solaire. Ça veut dire que c'est le ballon qui règle si Tout ça, la tout chaudière se seul. met en route ou pas. C'est ça? Ce n'est plus qu'une question, voilà, c'est plus qu'une question d'hydraulique et de régulation. Oui, ça OK, se fait tout très seul. bien. Ça se fait tout seul. Merci. La deuxième question que j'ai, c'est sur la ventilation. Vous avez parlé d'une bonne qualité de l'air intérieur. Comment se goupillent les systèmes de ventilation dans ce que vous avez présenté? Alors, au début, on a pensé double flux parce qu'on nous avait expliqué que sans la double flux, on ne pouvait pas arriver à la performance énergétique nécessaire. Euh, Par le calcul, on nous montre ça. Sauf que on a regardé, nous, dans dans les maisons, ce que ça donnait en termes de consommation électrique par rapport aux besoins de chauffage et par rapport à la perte liée à ça. Donc, dans la double flux, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut avoir une petite batterie chaude, une petite batterie froide qui viennent compléter l'air et ou qui viennent le rafraîchir pour l'été. C'est intéressant. Mais on a eu une dame qui avait refait ses plafonds tendus dans la maison et qui ne voulait absolument pas qu'on y touche. Donc, on a rénové la maison en mettant une ventilation simple flux, une hygrobé, basse consommation. Et du coup, on a fait des comparaisons. Puis on s'est rendu compte que comme les deux avaient un petit système solaire combiné, que l'énergie primaire, que les deux chauffent à peu près de la même façon, ont à peu près les mêmes besoins, la différence de consommation, elle est essentiellement produite par le solaire thermique. Et que du coup, quand on compte en énergie primaire, la double flux, avec la maison avec double flux, en énergie primaire, consomme plus que la maison avec la simple flux, qui a aussi un chauffage solaire. Je dis bien quand on a, dans les deux cas, un chauffage solaire. Donc, la question du besoin thermique, ce n'est pas la question de la double flux. En revanche, la question de la qualité de l'air, ce n'est pas pareil. Quand vous avez un filtre F7 sur une entrée un filtre particules en PM10 sur une ventilation double flux, forcément l'air que vous rentrez, c'est pas le même. J'ai moi des gens qui habitent près du cinéma à Ludre, dans la banlieue de Nancy, et qui ont une double flux. Tous les 3 mois, ils changent leur filtre qui est plein de particules de diesel, qui est une vraie catastrophe, mais c'est tout l'air qui ne respire pas pour ça. Donc en termes de filtration de l'air, la double flux est bien mieux qu'une simple flux. Donc si vous avez besoin de filtrer l'air entrant, vous avez forcément besoin d'une double flux et de l'entretenir. En revanche, sur la question de l'hygrométrie et du CO2,
de toute façon, que vous ayez une double flux ou que vous ayez une simple flux, on se rend compte qu'à partir du moment où vous dépassez un certain nombre de personnes dans la maison, pour les anniversaires, quand on enregistre avec l'automate et qu'on voit le taux de CO2 ou d'hygrométrie qui monte, de toute façon, vous ouvrez les fenêtres à la fin parce que l'air est irrespirable et que votre ventilation n'est pas prévue pour accueillir 30 personnes dans la salle à manger parce qu'elle n'est pas dimensionnée pour ça et qu'exceptionnellement, vous ouvrez les fenêtres. Mais on n'a pas relevé, y compris dans la simple flux, de déficit ou de pathologie particulière. La qualité de l'air n'est pas forcément moins bonne dans une hygrobée telle qu'on les a posées. Maintenant, je ne peux pas généraliser, mais pour Clerlieu, ça fonctionne. Donc, on a maintenant 2 solutions et des gens qui habitent près du boulevard, qui traversent Clerlieu, avec le bruit des motos en été, tôt le matin et tard le soir. Si vous avez une double flux, avec des pièges à son, vous entendez beaucoup moins que si vous avez une simple flux. Donc, ça peut être aussi une raison de poser une double flux. Mais ça, il faut discuter avec les gens. Voilà. Donc, nous, on ne ferme pas la porte à un simple flux. Et sur la question de la qualité de l'air, évidemment, une double flux a une meilleure qualité de l'air, à condition qu'on l'entretienne. Parce que je vous rappelle que dans les années 70, les pays scandinaves avaient eu une augmentation par rapport aux pays européens d'infections ORL beaucoup plus importante et qu'ils en avaient trouvé la cause. C'était les doubles flux qui commençaient à mettre à l'époque et qui n'étaient pas visités ou nettoyés. Et donc, une double flux, oui, s'il y a une obligation de nettoyage et si on peut effectivement nettoyer les conduites, parce que sinon, je pense qu'on va produire l'inverse de ce qu'on cherche à faire à terme. Donc, il faut rester simple. La simplicité a parfois du bon, de mon point de vue. Merci beaucoup. Moi, j'ai une double flux. Hein. OK. OK. Il y a plusieurs questions sur le ballon. Déjà, à partir de quelle taille c'est intéressant? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Après, il y a une question que je vais vous lire. Comme il faut être avec un stockage haute température pour accroître l'autonomie, comment est prise en compte la formation accélérée de calcaire des parois qui baisse ainsi que la formation des la performance des installations. Et dans le même titre, il y a effectivement qu'est-ce qui se passe avec la corrosion? Et est-ce qu'il y a des modèles à privilégier? Bon, c'est un peu difficile là faut au moins mentionner 3. Ouais, alors sur la taille, ça va être la capacité du solaire qui va déterminer la taille. Parce que des ballons de ce type-là, il en existe à partir de 300 litres. Donc là, par exemple, on va en poser un dans une toute petite maison où il y a un couple qui n'a pas d'enfant. On va mettre un panneau solaire pour l'eau chaude, pas pour le chauffage, parce que le chauffage, il est fait par un poêle hydro d'origine qu'on va relier à ce ballon-là et qui fera l'eau chaude et le chauffage l'hiver, et l'été, avec l'eau chaude, un panneau suffit. Et on peut mettre un ballon de 300 litres. Un ballon de 300 litres, ça mesure 1,65 m de haut et ça fait 61 cm de diamètre. Un ballon de 500 litres, comme celui que vous avez vu, il fait 75 cm de diamètre et il fait 1,70 m, 1,80 m de haut. Mais vous avez effectivement une ingénierie qui va à côté, il faut 2 mètres carrés. Voilà. Mais avec 2 mètres carrés, vous faites l'ensemble de la question du solaire et plus votre chaudière en plus qui est là, où vous gardez ou pas. Après, si c'est un poêle à bois ou à granulés hydro dans la salle à manger, c'est les 2 mètres carrés en bas dans la chaufferie, c'est terminé. Ou dans le garage. Donc ça suffit. Donc en termes de place, c'est 2 mètres carrés. Le ballon Charot, on avait voulu le concevoir avec l'idée qu'il puisse servir dans le neuf. Avec 1 mètre carré, c'était suffisant, mais c'est un peu juste quand même. Il vaut mieux 2. Ça, c'est pour le confort du chauffagiste après qui interviendra éventuellement s'il y a un souci. Sur les questions de corrosion, ces ballons-là sont des ballons qui sont en acier avec un revêtement anti-corrosion sur l'extérieur. Tant qu'ils baignent dans l'eau, moi, je n'ai jamais changé un ballon de ce type-là depuis 20 ans que je travaille. Et dans tous les retours qu'on a avec Technosolar, on en pose beaucoup, différents types de ballons, on n'a pas de souci particulier sur ces ballons-là qui durent beaucoup plus que 20 ans. Dans la mesure où effectivement on met bien un purgeur au-dessus et qu'il n'y a pas d'air qui s'installe, c'est l'air qui fait rouiller, c'est pas l'eau. Alors on traite l'eau évidemment, mais l'eau de chauffage est traitée, mais on n'a pas de souci particulier.
Une autre question, Katharina, je ne me souviens plus s'il y avait sur les ballons. L'encrassement, le calcaire. Alors, le calcaire, il est dans le, il est c'est de l'eau morte, hein, c'est l'eau du chauffage. Donc, vous remplissez une fois et cette eau-là, elle va rester toute la durée du temps du chauffage. Donc, il n'y a pas de calcaire particulier pour l'eau de chauffage. Le calcaire, il est dans le serpentin sanitaire, dans le gros serpentin semi-instantané, où effectivement, là, dans un endroit, nous, on a des TH à plus de 50, dans une vallée près de Nancy, où les gens n'ont pas remplacé leur adoucisseur alors qu'on leur avait conseillé. Au bout de 10 ans, on a des tartrés. Je peux vous dire qu'il y en avait beaucoup et que le débit était presque nul au moment où on l'a fait. Donc, ça a duré 10 ans, ça ne durera pas plus de 10 ans si vous ne détartrez pas ça. Il faut adoucir l'eau, mais au même titre que, bien moins quand même que si vous aviez un échangeur à plaques dans votre chaudière instantanée pour faire l'eau chaude, où là, l'échangeur à plaques, il dure à peine 2 ans et il est foutu, si votre eau est calcaire. Donc, la question de l'eau sanitaire est une question qui doit être traitée, et si les gens ne veulent vraiment pas, vous faites un détartrage, allez, tous les 5-7 ans, les gens payeront leur détartrage et votre ballon, il est reparti. Hein. Voilà. Donc, il faut surveiller, mais il n'y a pas de problème particulier, ça se traite. Ça s'entretient aussi. Le plus simple, c'est l'adoucisseur, alors soit au CO2, soit au sel. Mais même si vous n'en avez pas, ça ne gêne pas. Simplement, il faut savoir qu'il y aura un entretien. Voilà. Et c'est un entretien combien de fois? En fait, c'est une fois par an, c'est une fois tous les 5 là, ans, c'est comment? sur un ballon qu'on a fait avec de ce type-là, hein, c'est un ballon Fleur Bayer, mais peu importe, avec les gros serpentins sanitaires semi-instantanés, il faut prévoir ça entre 5 et 10 ans. Ah, Un ça va. détartrage tous les 5 à 10 ans. Voilà. Si vous n'avez pas d'assoudisseur, hein, parce que moi j'en ai qui tournent dans cette même vallée depuis plus de 15 ans, il n'y a pas de souci. Hein, mais avec des adoucisseurs. J'ai 2 questions qui tournent autour des arbres que vous avez montrés et les Semper, les solutions Semper. Est-ce qu'on a accès à ça ou ça va venir? Si vous venez en formation à Clairlieu, vous avez accès tout de suite. Après, on va discuter la région. Alors ça, c'est un travail qui a été initié par la région Grand Est en lien avec Octave, et le groupe de travail s'est monté avec Octave et on continue à travailler avec Octave là-dessus. Mais la région Grand Est voudrait en faire un outil mis à disposition de tout le monde. Je ne doute pas que si la région veut le faire, ça se fera. C'est effectivement une approche un peu différente et des outils, une boîte à outils qui va permettre de simplifier énormément les choses pour tout le monde, pour les chauffagistes, mais aussi pour les prescripteurs, pour les maîtres d'œuvre, pour les archis, pour tout le monde. Mais pour le moment, bon, ça nous a coûté un peu d'argent, ça nous a coûté beaucoup de matière grise et beaucoup de compilations de choses qui existaient. Et on ne va pas le donner comme ça d'un coup tout seul. Voilà, donc il faudra attendre un petit peu encore. Sauf si vous venez en formation à Clairlieu, encore une fois, on vous forme, et vous avez pour 3-4 jours quand même. Hein, Qui est-ce que, en fait, vous pouvez mettre le lien à la fin sur les formations dans le chat? Oui, c'est organisme de formation. Sur la 3e ou 4e diapo, il y a organisme de formation, il y a le lien là-dessus. Puis après, vous nous écrivez et puis on fait des formations sur mesure. On en a fait pour un industriel qui faisait de la paroi bois avec des fenêtres intégrées. Et on a fait de la formation là. Donc, c'était les charpentes du Massif central, pour ne pas les citer, qui ont participé à la construction des caissons pour nous. Voilà, on peut organiser des formations sur mesure sur des thématiques particulières, hein, mais sur ces thématiques-là, on a formé beaucoup de groupements d'artisans et beaucoup d'artisans, chauffagistes essentiellement, mais voilà. Sur les systèmes, il y a une question notamment sur les chauffagistes. Il y a une remarque de Pierre Lair qui dit orienter vers ces solutions, c'est souvent une impasse parce que la filière pro n'existe pas réellement. Vous êtes d'accord là-dessus? Redites-moi comment il a dit. Du Écoutez, point de vue d'un conseiller, orienté, ça c'est un des conseillers France Rénov', je suppose. C'est vrai, Pierre?
l'air, orienté vers ces solutions est souvent une impasse, en tout cas tant que la filière pro n'existe pas réellement. Bon, alors, c'est vrai, mais si on veut, c'est vrai pour partie, hein, il y a quand même des réseaux qui existent avec des gens qui sont pas juste des vendeurs de matériel, de l'industriel pour lequel ils ont collé une grosse étiquette sur leur camionnette. Donc, il y a effectivement un déficit de compétences dans le domaine-là, dans le domaine du multi-énergie et de ces solutions évolutives. Comment il peut se régler? Ben, il peut se régler d'une part par la formation et par la Mmh. demande des gens. Plus la demande des particuliers s'orientera là-dessus, plus la réponse s'organisera. Par la demande des prescripteurs, maîtres d'œuvre et architectes qui, s'ils veulent ça, ben, envoient leur chauffagiste se former, parce que ces formations existent. Et puis, le dernier levier, c'est un levier qui est politique et qui est là, qui va réorienter ou qui devrait réorienter les aides sur des systèmes évolutifs plutôt que sur des appareils, parce que là, les crédits d'impôt et les aides sont clairement destinés aux industriels et au changement d'appareil et à la filière industrielle et pas du tout euh, à une question d'intelligence énergétique et, je dirais, destinée aux particuliers. Voilà, donc ça, bah, il faut faire pression auprès de ces élus pour qu'ils comprennent qu'il faut arrêter d'aider la pose d'une pompe à chaleur en remplacement d'une chaudière fuel dans une maison des années 60 qui bouffe 3500 litres de fuel. Et que Mmh. s'ils jettent le tout, bah, ils auront une prime de 12 000 euros. Ça, c'est un non-sens. C'est juste un non-sens. Les 12 000 euros, il faut les remettre dans euh, le bâti ou dans le bâti et dans des solutions évolutives et pas du tout dans un changement d'appareil, quoi. Mais ça, on n'en est pas maître. Bon, et puis il faut aussi très clairement, même si je ne fais pas plaisir, que les fédérations syndicales d'artisans et d'entreprises ouvrent les yeux et arrêtent de camper sur des positions dont elles savent très bien qu'elles n'ont aucune réalité tangible dans la pratique. Et ça, c'est valable pour toutes les confédérations d'artisans qui protègent leurs adhérents, mais qui sont loin de défendre quelque chose de réel. Après, c'est une histoire effectivement de formation qu'ils émettent. C'est pas ils protègent autant, je trouve, les artisans en promouvant des solutions parce que c'est pas des solutions 100 low-tech que vous avez présentées. Il y a quand même un ballon à poser, il y a quand même les liens à poser. Ce n'est pas, voilà, il y a des panneaux, thermiques à poser, tout ça. Voilà. Il y a du travail, hein. Il Ça y a c'est du aussi un travail, c'est écueil. pas détruire le Ouais, travail, c'est tout à plutôt fait. une Non, non, histoire de non. formation. C'est une vraie plus-value, hein, parce que ça, c'est pas n'importe qui peut le poser. Parce que, Mhm. et donc, c'est aussi dans la reconnaissance du travail de l'artisan. Mais aujourd'hui, contrairement à l'Allemagne, en France, on veut bien payer le matériel, mais pas la main-d'œuvre. Et donc, c'est compliqué. Donc, quand vous vendez un matériel cher et que vous êtes bien remisé par votre industriel avec qui vous avez des accords commerciaux, ben, vous avez intérêt à continuer comme ça, et quitte à mettre de flexible sur une pompe à chaleur et en vendre plein, plutôt que de ne pas gagner plus et d'aller vous embêter pendant une semaine ou 10 jours à faire une installation un peu plus complexe qui sera évolutive. Donc ça, après, qu'est-ce qui peut réorienter ça? Ben, ça va être d'une part la demande et d'autre part le montant des aides. Le jour où on aidera les solutions évolutives et intelligentes, plus que des solutions de remplacement d'appareils, voilà, mais tant qu'on aura à la tête des décideurs, des gens qui veulent soutenir la filière industrielle et qui s'assoient sur le reste, ben, écoutez, ça ne changera pas. J'y peux rien, c'est Ouais, il comme y a une ça. remarque là-dessus aussi dans le chat, justement, sur les aides qui vont pas envers ces systèmes-là. J'ai une question technique dans le chat. Le ballon multi-énergie, est-ce qu'il est possible avec les panneaux photovoltaïques ou uniquement panneaux thermaux? Non, alors, euh, un panneau photovoltaïque, ça produit de l'électricité. Donc, le ballon multi-énergie, vous pouvez lui adjoindre une résistance électrique. Notamment, on le fait quand on a
des fois en fin de période, pas encore besoin de chauffage, mais besoin d'eau chaude, et que s'il nous manque 20 litres d'eau chaude avec le thermique, plutôt que de rallumer une chaudière à granulés qui fait 280 ou 300 kg et de réchauffer une masse d'acier ou de fonte de 300 kg, il vaut mieux peut-être brancher une résistance électrique pendant 10 minutes. En termes d'énergie, ce sera plus intéressant. Donc, on peut adjoindre une résistance électrique, mais vous ne chaufferez pas, encore une fois. Le photovoltaïque ne permet pas le chauffage. Le photovoltaïque, il va vous permettre de faire de l'eau chaude en été. Avec allez, 15 mètres carrés, vous allez avoir 3 kW crête et vous allez avoir 2000 à 2500 Wh pendant une dizaine d'heures. Donc, vous allez chauffer votre eau. Et moi, je fais la même chose avec un ballon de 2 mètres carrés thermique. Et donc, pourquoi créer l'électricité en chauffage, ça ne marche pas, c'est un non-sens. L'électricité, c'est fait pour la micro-informatique, l'éclairage, l'électricité spécifique, et puis éventuellement le froid, mais sûrement pas pour chauffer. Surtout que l'électricité solaire, on n'en a pas en hiver, on n'en a pas assez. Donc, ça ne marche pas, c'est l'hiver, on a besoin de chauffer. Alors, pour le solaire thermique, on a, en gros, le rendement d'une installation photovoltaïque, il est inférieur à 20%. Les panneaux peuvent être un peu au-delà de 20%, mais le rendement global de l'installation, il est inférieur à 20%. Le rendement réel d'une installation thermique correctement faite, il est à 50%. Alors, on va dire 50% du rayonnement reçu. Ben voilà, cherchez pas. Vous prenez ce qui est un rendement de 50% plutôt que ce qui est un rendement de 20% quand vous voulez faire de la chaleur. Par contre, si vous voulez faire de l'électricité, le photovoltaïque, ça marche, le thermique, ça ne marche pas. Il y a une question. Quand les gens ils veulent poser le solaire thermique, il y a souvent un frein parce que les prix sont chers et il n'y a pas assez d'installateurs. On revient sur l'éternelle question des artisans. Mais bon, on a déjà parlé de ça. Par contre, au niveau des prix, est-ce que vous avez vu une évolution là-dessus? Est-ce qu'on peut... voilà. Oui, Qu'est-ce que vous en dites? les prix, vous avez des prix catalogue. Après, vous avez des prix réels. Le prix catalogue, c'est le prix que va vous vendre votre installateur un système. Alors, certains industriels qui n'ont pas envie forcément de produire du photovoltaïque mettent ça au catalogue et le mettent très cher. Comme ça ne sera pas vendu. Certains même vous disent, ben, on a ça pour le chauffage solaire, mais c'est peut-être pas la peine de le vendre parce qu'on n'est pas sûr que ça marche. Mais c'est pas grave, c'est au catalogue. Et comme c'est très cher, ben, les gens qui regardent le catalogue, ils ne l'achètent pas. Bon. Ça, c'est une première chose. Et puis, vous avez après des solutions. Ben, moi, j'ai des fabricants de panneaux solaires. Alors, j'en ai un à moins de 80 km à Volvaso chez moi qui le fabrique. Et ça me rend malade de ne pas pouvoir l'acheter chez lui. Mais tant qu'il sera en prix public 4 fois plus cher que ce que j'achète en Allemagne, je n'achèterai pas chez lui. Donc, après, c'est aussi dans comment on s'approvisionne, comment on achète et qu'est-ce qu'on est capable de produire. Tout ce qui est rare est cher. Et pour produire du thermique, comme on en produit très peu, c'est très cher. Produisez à grande échelle, regardez ce qui s'est passé avec le photovoltaïque. À très grande échelle mondiale, ça ne coûte plus rien. C'est pareil pour le thermique. On avait en Allemagne un fabricant qui s'appelle Rotofrank, qui fait des fenêtres de toit, et qui avait des modèles de panneaux thermiques et photovoltaïques qui étaient des petits bijoux de technologie pour le raccordement. N'importe quel couvreur acceptait de raccorder le thermique et le photovoltaïque, et c'était, en termes d'intégration en couverture, quelque chose d'extraordinaire, avec des cadres bois qui fonctionnaient très bien. Ils ont arrêté parce que c'était plus rentable de produire, parce que l'énergie était plus assez chère et que ça coûtait trop cher. Mais le jour où ils en ressortent, moi, je peux vous dire que je sais où je les achèterai, quoi. Et les moules sont encore là, ils sont prêts à refabriquer. S'il y a une demande, ils refabriqueront. S'il n'y a pas de demande, ils ne refabriqueront pas. Alors, si on dit on passe tout à l'électricité, ben regardez ce qui va se passer, regardez à l'échelle d'un territoire ou de l'Europe, si on chauffe tout à l'électricité, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Mais on continue à préconiser des packs. Pourquoi? Pour le confort de celui qui préconise ou et on s'en fout du coût de fonctionnement de ce que ça va être quand on va payer l'électricité à l'heure où on l'utilise au mois de novembre, au mois de décembre, mais les gens ne s'en sortiront plus. On les envoie au casse-pipe, mais c'est pas grave, on continue ça. Je comprends pas, alors qu'on a des solutions. Oui, vous investissez une fois dans du thermique, oui, c'est plus cher que d'autres choses, peut-être,
Un système solaire combiné comme ça, moi je le vends, 10 000 € je le vendais 10 000 € TTC. Depuis la crise de l'Ukraine et les fabrications, je vais être obligé, j'ai pris 25%. Voilà, mais ça reste quelque chose qui, à mon avis, est abordable, à condition que, effectivement, on ait envie de le poser. Si on n'a pas envie de le poser, moi j'ai vu des devis au double de ça pour la même chose que ce que je vends moi dans ma boîte. Je peux vous dire que j'y vis avec ma boîte. Mais quand vous n'avez pas envie, vous montez le prix. Comme ça, si vous êtes vraiment obligé de le faire, ben, vous saurez pourquoi vous l'avez fait. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une question aussi sur que moi, je vous pose sur la durabilité, parce que les pompes à chaleur ont des fois, surtout quand elles sont mal installées, ils ont des problèmes de durabilité très fortes. Un tiers des pompes à chaleur ne sont pas réparables, selon une étude que l'Institut de Bauqualität, de qualité de la construction à Hanovre a fait. Le retour d'expérience de l'AQC n'est pas toujours bien. Du coup, comment est la durabilité du système avec ce ballon multi-énergie et les panneaux solaires thermiques? Bon, alors j'ai montré, je suis allé à Strasbourg la semaine dernière pour les conseillers France Rénov', et j'ai montré juste une photo d'un compteur de temps d'une installation d'un chauffe-eau solaire que j'ai posé en 2004. 18 ans, 26 000 heures de fonctionnement. Pour une puissance maximale de, allez, en sortie donc en entrée de ballon, de 2500 watts. On est bien au-delà des 21 500 kWh CUMAC qui sont donnés par les certificats d'économie d'énergie. On est à peu près à 1,5 fois aujourd'hui. Et je peux vous dire que le système, il marche parfaitement bien et il va durer encore longtemps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ou ça ne veut pas dire que la PAC, elle ne marche pas. Les PAC qui sont bien installées et bien dimensionnées et qui sont montées correctement, elles peuvent durer très très longtemps. Mais vous avez quand même, à la différence du thermique, où vous n'avez qu'un liquide qui circule, vous avez quand même des effets mécaniques ou des effets, vous avez un compresseur électrique, vous avez des éléments qui sont des détendeurs qui sont un petit peu plus sophistiqués que dans le solaire thermique. Le solaire thermique, imaginez, c'est un panneau avec 2 trous, vous envoyez un liquide dedans, il ressort, c'est fini. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Le ballon, ces ballons-là, ils sont plus chers, mais encore, ils sont plus chers. Ça dépend. Ça dépend quand on les compare à quoi, mais oui, ils sont un peu plus chers, mais à peine que des ballons d'eau chaude standard d'une même capacité. Ils ne sont pas beaucoup plus chers puisque c'est que de l'acier, et donc vous n'avez pas de revêtement en vitrail ou de revêtement particulier, enfin de vitrification à l'intérieur. Donc ils ne sont pas excessivement chers et ils fonctionnent. Ils durent très longtemps. Les premiers ballons que j'ai montés, moi, ils ont 20 ans. Et dans le retour qu'on a de Technosolar, mis à part quelques accidents qui sont essentiellement dus à de l'air présent dans le ballon, on n'a pas de retour. Ça dure plus de 20 ans. Donc, ben, allez-y, 20 ans sur un système, moi, je signe. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas, à un moment donné, un problème sur une sonde qui aura pris une surtension atmosphérique un jour d'orage, ou pas un problème sur un vase d'expansion, comme vous pouvez l'avoir sur une pompe à chaleur ou sur une chaudière traditionnelle, ou sur un circulateur qui tombe en panne. Ça arrive. Oui, ça arrive. Il y a des fois un entretien minimum, mais il n'y a vraiment pas grand-chose, à part les sondes et le circulateur et un vase d'expansion, vous n'avez rien. Donc, en termes d'entretien, c'est pas énorme. C'est la pose qui fait peur à tout le monde parce que ça prend plus de temps. Et du coup, si vous mettez 2 fois plus de temps qu'à poser une pompe à chaleur, vous allez gagner 2 fois moins d'argent que si vous posez 2 pompes à chaleur. C'est tout. Donc, c'est ça qu'il faut corriger par les aides ou par les prescriptions, mais ça, c'est pas de mon domaine. Et il y a une question qui touche aussi cette durabilité, c'est la solidité des joints du chauffage solaire thermique quant aux gros écarts de température, moins 10, plus 40 en Alsace, par exemple. Non, il n'y a aucun problème. Alors, vous avez 2 types de solaire. Vous avez le solaire autovidangeable qui se vide et puis qui se remet en pression à la demande, en circulation à la demande. Et là, effectivement, on a des
plus de problèmes avec les joints que pour le solaire sous pression en continu. Moi, on a moins 23, on a eu moins 23 en Lorraine en 2012, on a eu plus 40 là l'année dernière. On n'a pas de souci particulier avec le thermique sur le joint. Le thermique, il est conçu pour monter au-delà, pour résister à des températures qui vont au-delà de 180 degrés quand il est en surchauffe. Vous avez une panne de courant, votre thermique qui va surchauffer va monter à 180 degrés. C'est à peu près, une fois que tout le liquide sera vaporisé à l'intérieur, vous aurez à peu près ces températures-là, entre 160 et 180 degrés. Mais c'est pas grave, c'est prévu pour. Vous absorbez la dilatation avec le vase d'expansion, puis quand il revient, c'est du métal, c'est du cuivre ou de l'alu. C'est du métal qui se dilate et qui se dilate progressivement et qui revient progressivement à sa température. Jusqu'à 100 degrés, on n'a aucun problème, jusqu'à 110 degrés, puisqu'on est en pression, donc on vaporise au-delà de 120 degrés. On n'a aucun problème de durabilité. Moi, cette année, il y a eu plus de 130 jours à 30 degrés à Toulouse, chez ma fille. Le solaire thermique n'est pas monté deux fois au-delà, n'est pas monté deux fois en surchauffe. On gère ça parfaitement, mais oui, on gère ça à des températures qui avoisinent 80-90 degrés dans le capteur et qui sont des températures normales pour un capteur. Et la nuit, il redescend à 25 ou 30 degrés, et puis le jour, il remonte, et ça ne pose aucun problème, et il n'y a pas de problème de joint. Il y a des problèmes de raccordement, et si les raccordements sont faits avec les matériels qui sont préconisés et qui sont des matériels spécifiques solaires, eh ben, vous n'avez aucun problème. C'est des matériels qui tiennent à plus de 180 degrés, donc non, on n'a pas de problème, ni de fuite, ni Est-ce de que chute. vous avez une préférence pour les tubulaires et les panneaux, Oui, entre les deux? oui, bien sûr, les tubulaires, ça ne sert à rien chez nous. Pour faire de l'eau chaude et du chauffage, ça ne sert à rien. Mais vous avez le droit de mettre du tubulaire, hein, si vous trouvez que c'est mieux et si on vous explique qu'il a un meilleur rendement. Ben moi, je peux vous démontrer par le calcul et par la courbe de rendement que dans les plages où vous l'utilisez, le capteur plan a un meilleur rendement que le capteur tubulaire. Et d'autre part, quand vous allez être proche de la surchauffe, vous avez intérêt à avoir un capteur plan qui a un très mauvais rendement. Quand vous avez 100 degrés de plus que la température extérieure, votre rendement du capteur il est quasiment nul, vous ne ramenez plus de chaleur, alors qu'autrement, vous allez encore en ramener. Et là, vous avez des risques de surchauffe qui sont beaucoup plus importants. Donc, pourquoi s'embêter avec des capteurs tubulaires, avec les capteurs plans marchent très bien et sont bien plus performants à très basse température que les capteurs tubulaires et évitent les surchauffes? Ben après, je ne sais pas, moi, pourquoi il y en a qui choisissent ça. C'est du marketing, hein. Mais il n'y a pas Il besoin de n'y a pas capteurs des coins tubulaires. où c'est plus intéressant, des coins Si, de la si, Terre. si, au Canada, quand il fait moins 25, oui, et que vous avez un grand soleil, là, oui, bien sûr, au Québec, vous pouvez mettre du tubulaire. D'ailleurs, ils mettent du tubulaire au Québec, parce que le capteur plan, il n'est pas assez performant. Quand il faut chauffer à 45 degrés ou 50 degrés et qu'il fait moins 25 dehors et que vous avez un grand soleil, oui, avec 70 degrés d'écart, le tubulaire est plus performant. Mais nous, il fait combien quand on a du soleil? Il fait 0 degré côté sud, à peu près, hein, à moins 5, et on va chauffer à 30, 35. Vous avez 40 degrés de delta T, et ben, votre rendement il est meilleur avec un capteur plan qu'un capteur tubulaire à 35 ou 40 degrés voilà, de différence. C'est tout. Par contre, si vous arrivez à 100 degrés d'écart, là, le capteur tubulaire, il va encore avoir un rendement très fort, alors que le capteur plan, il a un rendement qui est nul. Mais moi, ça m'arrange qu'il soit nul quand il est à 100 degrés au-dessus de la température extérieure, parce qu'il ne va plus ramener d'énergie dans mon ballon qui est déjà plein en bas dans le sous-sol. Il y a 2 questions sur la même chose. Est-ce que vous êtes pour ou contre le système auto-vidangeable? Vous avez dit que ça use plus les joints, j'ai entendu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme raison de choix ou pas? Ben moi, j'aime beaucoup. J'ai posé de tout. J'ai posé aussi de l'auto-vidangeable. Et du coup, euh, la fiabilité de ces panneaux est moins grande. Et je pense qu'elle est due au fait que vous avez une oxygénation qui est beaucoup plus importante avec le liquide et l'eau qu'avec un liquide avec de glycol sous pression, sans oxygène, sans air. Voilà, donc le retour d'expérience me fait, les seuls panneaux que j'ai changés, et j'en ai changé un certain nombre, c'est des panneaux autovidangeables. Les seuls soucis que j'ai eu avec les joints, c'est les panneaux autovidangeables. Voilà, j'ai posé plus de 200 installations solaires, peut-être 300, je ne sais pas exactement. Les soucis que j'ai eus, c'était avec de l'autovidangeable.
Mais l'autovidangeable, il n'est pas bon en surchauffe ou j'ai rien compris? Ben, si vous voulez, quand vous êtes assez chaud dans votre ballon, vous coupez la pompe, le surpresseur, et puis ben, l'eau redescend, l'eau glycol d'ailleurs, hein, mais si c'est du glycol, on pourrait discuter, parce que le rendement, vous perdez tout l'intérêt de l'autovidangeable, mais peu importe. Et donc, il redescend, et du coup, vous n'avez pas de surchauffe dans le ballon. Par contre, votre capteur, lui, il est vide, il est au soleil, et il chauffe. Et il va monter à peu près à 160 degrés. Donc, 160 degrés la nuit, 20 degrés, 160 degrés le jour, 20 degrés la nuit. Et ça, ben, pendant combien de temps? 2 mois? Parce qu'on a tendance avec l'autovidangeable à surdimensionner un peu. Et donc, du coup, eh ben, on ne tourne plus avec du liquide dedans. Le liquide qui ramène de la chaleur au ballon, ça refroidit le capteur. On a tendance à l'oublier. Mais ça le refroidit. Et là, si vous voulez, mécaniquement, le capteur, il souffrira plus qu'un capteur agricole. Mais Et qu'est-ce les que je fais doigts, du coup avec les calories en trop dans le ballon? Parce qu'en fait, il y a aussi une question sur le risque de surchauffe en été avec des risques incendie. il n'y a pas de risque incendie avec du solaire thermique. Il y a un risque incendie avec du photovoltaïque si les liaisons sont mal faites. Il n'y a aucun risque avec incendie avec du solaire thermique. Euh, non, il n'y a aucun risque. Mais il n'y a pas un problème de... En fait, ça, c'est une question qui a Après, été posée dans le chat. il peut y avoir un problème de surchauffe si c'est surdimensionné ou si vous n'avez pas la régulation adéquate qui va gérer les surchauffes. On gère tout à fait les surchauffes. En fait, c'est un problème d'hydraulique et de régulation. Mais je vous dis, à Toulouse, avec plus de 130 jours à plus de 30 degrés, 7 mètres carrés, là, je n'ai pas eu une seule surchauffe avec une régulation standard qu'on préconise dans les SEMPER. Donc, 7 mètres Et carrés, je pars en vacances, il n'y a je pas de tire pas problème, l'eau c'est chaude géré. en été? Non, c'est géré. On gère ça. On gère ça par ce qu'on appelle les trains de chaleur et puis un refroidissement nocturne, c'est-à-dire qu'on va laisser monter les capteurs en température, donc le rendement se dégrade. On va attendre qu'il soit presque au maximum, donc aux alentours de 100-110 degrés. On évacue ce train de chaleur et donc on va rentrer de l'eau qui est beaucoup plus froide qui vient du ballon. Le temps que ça arrive jusqu'au ballon, ça va se disperser pour partir dans les conduites et vous allez chauffer très lentement comme ça parce que pour atteindre ces températures-là, le capteur il met très longtemps et le rendement est très mauvais. Donc vous avez très peu d'énergie qui est transportée. Puis si ça ne suffit pas, bah, la nuit vous refroidissez pour redescendre le ballon. C'est-à-dire que vous utilisez le capteur comme radiateur et ça se fait tout seul. C'est automatique. Vous vous occupez de rien. Ça Ça marche marche. tout seul et il n'y a pas de surchauffe. À Il y a une condition question. que vous ne vouliez pas faire tout avec votre solaire. Parce qu'on va vous dire, bah, plutôt que de mettre un ballon de 500 litres et 3 capteurs dans une maison rénovée, on dit 1 mètre carré par kilowatt de déperdition. 7 kg de déperdition, nous on est à 4 ou 5. Hein, donc au début on mettait 8 mètres carrés et on s'est rendu compte qu'on était limite. Donc maintenant on met plus que 7. Et on pourrait mettre 6. Mais après, c'est pour les aides, si vous avez un ballon inférieur à 300 litres et moins de 6 mètres carrés, vous n'êtes plus considéré comme système solaire combiné. Bon, peu importe. Donc, 7 mètres carrés ou 6 mètres carrés, ou entre 6 et 8 avec 3 capteurs et un ballon de 500 litres, vous n'aurez jamais de surchauffe. En Alsace et en Lorraine. Il y a une question de... En fait, il y a une remarque sur le surchauffe. On peut, si on part en vacances, on peut occulter les panneaux. Solution low-tech. Non, bah, si vous avez envie de monter sur le toit et de mettre un cache dessus, vous pouvez. Puis vous pouvez écrire aussi en vacances maison cambriolable. Mais je veux dire, ça ne sert à rien. Vous avez les moyens avec le circulateur qui va consommer allez, 20 Wh de travailler pour refroidir ça. Vous consommerez, allez, quand vous êtes parti en vacances, 120 Wh par jour. Donc, vous partez 15 jours, ça vous fera 2 kWh pour réguler ça, éviter la surchauffe. Simplement, il faut que ce soit le bon système, la bonne régulation. Et tout le monde ne fait pas des régulations qui sont compatibles avec du solaire. Ce n'est pas juste un on-off. Quand c'est plus chaud, je démarre et quand c'est plus froid, j'arrête. Ça, non, vous oubliez. Donc, il y a effectivement des régulations qui permettent d'être un tout petit peu meilleur que ça. Voilà. Et donc, c'est des régulations qu'on préconise dans les SEMPER. Mais c'est bien, il y en a de plus en plus sur le marché. Il y a même maintenant des constructeurs de chaudières à granulés qui font des régulations solaires intelligentes. Ça arrive. C'est pas faute de leur avoir dit, ça fait 15 ans qu'on leur dit, mais ça arrive sur le marché maintenant.
chaudières sont un peu vertes comme ça, vous les voyez bien, mais voilà, ça arrive. Donc tout peut arriver, pas Il y a une désespérer. question. En hiver, le problème est, et en fait, j'ai plus que le temps pour 2 questions Oui. courtes. En hiver, le problème est que le capteur donne une température trop basse pour les radiateurs anciens. Y a-t-il des solutions? Et là-dessus, il y a quelqu'un d'autre avant qui avait posé la question si une PAC, pardon, peut être couplée avec le ballon. Alors, en hiver, il est évident que novembre, décembre, janvier, ça va être compliqué de tourner en solaire. Vous tournerez en solaire et vous aurez assez dans une maison rénovée quand il fera moins 15 et qu'il y aura un grand soleil. Mais vous allez tourner entre 4 et 6 heures par jour selon l'orientation. Et vous allez pouvoir permettre de compenser vos déperditions pendant 4 heures ou 6 heures par jour, c'est un quart ou un sixième, c'est pas beaucoup. Donc le solaire, il ne fait pas tout. Donc vous avez besoin d'un complément. Et oui, bien sûr, on a des petites packs qui sont couplées à des ballons de ce type-là et qui marchent très bien. Et une petite PAC en relève, c'est des gens qui ne voulaient pas de gaz, pas de bois, pas de cendre, qui avaient peur du gaz. On a mis une petite PAC, hein, et elle est en relève sur un ballon comme ça, et ça marche très bien. En plus, ils ont un photovoltaïque, mais le photovoltaïque, ils revendent l'électricité, et en fait, ils ont une facture annuelle qui est nulle, qui est à 0 aujourd'hui. Bon, mais ce n'est pas le photovoltaïque qui fait tourner leur pompe à chaleur, hein. Ils payent l'électricité. Hein. Voilà. Mais oui, c'est possible, au même titre que n'importe quel petit appareil, mais vous n'allez pas mettre une 14 kg en monophasé, quoi. Voilà. Hein. Il faut mettre une petite pompe à chaleur qui fera le complément. Et ça marche, Ok. ça marche très bien. Ok. On a une solution comme ça qui tourne, qui fait partie des 17 solutions des SEMPER, hein, avec un schéma hydraulique, avec des préconisations sur le matériel, surtout. Oui, ça marche. On peut mettre n'importe quoi. Demain, vous aurez de l'hydrogène, vous le couplerez avec. Mais vous ne changerez pas tout. Vous n'allez pas tout démonter pour refaire tout à nouveau. Vous allez juste démonter 2 tuyaux qui vont jusqu'au ballon et en mettre 2 autres pour chauffer l'eau qui vont jusqu'au ballon. C'est tout. La régulation, elle ne changera pas. Il n'y a rien qui change. Une fois que c'est fait, 1000 c'est fini. merci pour ces 1h30 extrêmement intéressants. On a rarement un chat aussi mouvementé avec plein de questions comme ça, là. Vraiment, vraiment chouette. Et on a beaucoup de remerciements déjà dans le chat de ceux qui ont déjà dû partir. Il est tard. Merci. À tous ceux qu'on va pas voir, parce qu'il reste plus que les visites à Muttersholtz, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis, suivez-nous pour les conférences qui vont venir en janvier. Un grand merci encore à Monsieur Lacour. Au revoir. Au revoir.